Le village de Fankassa, c'est dans la région de Dosso, doté d'infrastructures modernes. C'est le fruit d'un partenariat avec Qatar Charity. Une grève illimitée à l'université de Zander depuis le lundi dernier. Le personnel de cette université exige le paiement de plusieurs mois d'arrêt de salaire. Mercredi 4 janvier 2017, nouvelle édition sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Présentation du vœu du nouvel an ce mercredi matin à l'Assemblée nationale. Le président de cette institution a reçu le vœu des députés nationaux et du personnel administratif qui ont tous souhaité une bonne et heureuse année au président Ousseini Tini et à sa famille. C'était en présence de nos reporters Nafissa Hassan et Chebou Guissou. Le personnel administratif et technique de l'Assemblée nationale, celui du cabinet du président de l'Assemblée et les élus nationaux étaient présents ce matin à l'Assemblée nationale pour présenter leurs vœux du nouvel an aux premiers responsables de cette institution. Moi, je pense que c'est toujours une bonne chose qu'après une année de travail, que l'on puisse se retrouver dans un cadre comme celui-là pour se souhaiter bonne année. Au-delà des choses empoignades. Donc je pense que c'est toujours utile et c'est dans ce cadre que nous, députés de l'opposition, nous avons décidé, n'est-ce pas, de sacrifier à ce rituel-là. Je crois que le message est connu de tout le monde. L'année 2017 aura été une année de preuve pour l'ensemble des Nigériens. Donc ce que nous souhaitons, c'est plus de démocratie, plus de transparence dans la gestion, plus de justice sociale, afin que vraiment le Nigérien puisse se retrouver. Il est bien clair que la situation de précarité aujourd'hui, elle est générale, mais même dans la pauvreté, quand il y a une justice sociale, quand il y a une équité, je pense que les gens sentiront moins le poids de cette précarité-là. Donc, je pense que tous les Nigériens aujourd'hui aspirent à plus de démocratie, à plus de paix et à plus de justice. Et c'est à cela que j'invite le pouvoir actuel. Nous avons formulé les vœux les meilleurs pour le président de l'Assemblée nationale et pour toute sa famille, ceux qui lui sont chers. Aux autres collègues députés, nous allons formuler les mêmes vœux. Nous souhaitions que l'année 2017 soit une année studieuse pour l'Assemblée, une année de travail, mais aussi une année qui va consacrer la paix définitive dans nos États respectifs, je veux dire le Niger, le Mali, le Tchad, le Nigeria, etc. Cette présentation était aussi une occasion pour les élus nationaux de se connaître plus davantage et de partager un moment de joie ensemble. Le Niger sera doté d'une vision à long terme de la société et de son développement à travers une stratégie de développement durable dont le processus pour la formulation de documents de planification est enclenché il y a à peu près 6 ans. Les acteurs clés se sont retrouvés à un atelier de validation technique par l'administration publique et les institutions de l'État. L'atelier a débuté ce matin au palais de congrès de Niamey. Le compte rendu avec Assama Ousseidou et Halidou Bourema. Le processus a débuté en 2011. Il s'agit de formuler des documents de planification stratégique de développement à court, moyen et long terme. C'est un programme intermédiaire qui rentre dans le cadre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 et de la stratégie de développement durable et de croissance inclusive SDDCI. Comme vous le savez, depuis 2011, nous sommes entrés dans un processus de planification pour lequel nous avons eu déjà élaboré un PDS 1 qui va de 2012 à 2015 et que nous avons prolongé à 2016. Nous avons également engagé le processus d'élaboration de la SDDCI et SDDCI qui est donc Stratégie de développement durable et croissance inclusive Niger 2035. Cette SDDCI permettra au Niger d'être doté d'une vision à long terme de la société nigérienne et de son développement.
Nous avons besoin d'avoir une vision à long terme de notre pays, de ce que nous voulons, vers où nous voulons aller, du chemin que nous souhaitons suivre pour conduire notre développement et conduire notre société. Donc, comme vous le savez, l'action publique que nous, tous ici, nous faisons en sorte de conduire, l'action publique a besoin de réhabiliter le long terme pour pouvoir anticiper et préparer les transformations structurelles nécessaires pour notre pays. Pour réussir cette stratégie de développement SDDCI, l'apport de tous les Nigériens est indispensable. Sur la base de ce document que nous aurons revu et corrigé ensemble, et j'insiste au sein de l'administration nigérienne, pour qu'il soit notre document de l'administration nigérienne, nous allons donc, après cette étape de séance de travail que nous aurons pendant 2 jours, maintenant soumettre le résultat de notre travail à l'ensemble des acteurs. L'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les acteurs de la société nigérienne, les associations des jeunes. Il faut que les jeunes nous disent ce qu'ils pensent de ce que nous avons proposé comme perspective pour leur propre développement d'ici 2035. Les femmes, les associations religieuses, la société civile de manière générale, la chefferie traditionnelle a son mot à dire, les représentants des régions, tous les représentants des régions. Nous avons aussi le secteur privé, nous avons nos institutions telles que le CESOC, telles que l'Assemblée nationale, qui doivent aussi dire leur mot, ainsi que, évidemment, les partenaires techniques et financiers qui seront donc appelés à se prononcer sur ce que nous proposons comme perspective pour 2035. Cet atelier de validation technique par l'administration et les institutions de l'État est parrainé par le ministère du Plan. Elle a fait son apparition en août 2016 dans la région de Tawa, notamment à Tchinta Baraden. La fièvre de la vallée de Rift a fait une trentaine de morts dans plus de 360 cas enregistrés au niveau du district de Tchinta. Près de 5 mois après, la situation est sous contrôle. Aucun cas à la date d'aujourd'hui n'est enregistré selon le préfet de Tchinta Baraden. À la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré au niveau de l'hôpital de district dans lequel il y a eu un camp d'isolement des malades de la fièvre de la vallée du Rift, 366 cas enregistrés. Sur les 366, nous avons 30 cas de décès, 336 guéris. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons aucun malade dans le centre d'isolement de la fièvre de la vallée du Rift. Maintenant, il y a eu tout un équipement de produits qui ont été mis à disposition par l'État et l'OMS au niveau de l'hôpital de district de Tchinta, pour lesquels on a redéployé 5 médecins spécialités diverses qui sont venus en appui aux médecins que nous avons déjà. Il y a des Nigériens, il y a des expatriés. Jusqu'ici, je ne saurais vous dire quelle a été l'ampleur du dégât du côté du chef. Ce qui est sûr, il est important. Le dispositif qu'on a aujourd'hui ne nous permet pas de faire ces diagnostics en temps réel et de comprendre. Donc, nous sommes dans le processus de mettre à la disposition des services techniques de l'élevage les outils nécessaires qui vont leur permettre d'effectuer ces diagnostics dans un délai relativement court. 3 salles de classe, une salle administrative de l'administration et 2 latrines. C'est donc ça. Ce sont ces infrastructures qui ont été réceptionnées ce mercredi matin à Fankassa. C'est dans le département de Dosso, région de Dosso. Un don de Qatar Charity à la suite d'un besoin exprimé par l'organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain ONDPH Niger, dans le cadre du projet pilote ODD. Le compte rendu avec Nasser Dantofo et Sadou Doumi. C'est un ensemble de 3 salles de classe et une administration toute équipée, ainsi que 2 latrines qui viennent de bénéficier le village de Fankassa dans la commune rurale de Golé, département de Dosso, à travers la présente cérémonie qui marque ainsi la réception définitive de ces joyaux à la population bénéficiaire, fruit de la coopération entre le Qatar Charity et l'organisation nigérienne pour le développement à la base du potentiel humain ONDPH Niger, qui s'est fixé un objectif de faire de Fankassa un village modèle à travers les objectifs de développement durable ODD.
L'objectif que nous visons pour le village de Fankassa, c'est de faire de Fankassa lui-même un village ODD, c'est-à-dire objectif pour un développement durable. C'était parti du village OMD à village ODD et aujourd'hui nous voulons que le village de Fankassa soit un village symbole dans tous les départements de Dosso, dans toute la région de Dosso et pourquoi pas au Niger. Et dans ce cadre, nous avons le partenariat en pleine forme dynamique avec Qatar Charity qui vient de nous faire ces réalisations que nous venons de réceptionner tout de suite. Au-delà de la population bénéficiaire qui a exprimé sa gratitude à travers un accueil digne de ce nom à l'équipe de l'ONDPH, les autorités du département de Dosso se réjouissent également de ces réalisations. Monsieur le représentant de Qatar Charity, vraiment nous sommes très fiers. Nous sommes reconnaissants que le bon Dieu vous accompagne davantage. Et au-delà, comme l'a dit le chef de village, effectivement, nous avons des villages environnants, comme Kumbokodei, comme Farakena. Au niveau de ces villages, nous avons encore un problème qui est là, c'est un problème de l'eau. Je voudrais encore remercier ou saluer très sincèrement un homme. Un homme qui, à travers lui, je ne fais pas ces éloges parce qu'il est Jarmakoy, mais c'est parce que c'est un modèle. C'est un modèle pour l'Afrique. Et c'est un modèle pour le Niger. Parce qu'à travers lui, il a amené, n'est-ce pas, ce modèle de construction des classes que nous sommes venus voir ou réceptionner aujourd'hui. Ils le sont et le seront au besoin dans la limite de ses moyens pour contribuer au bien-être de la population, a laissé entendre le représentant de Qatar Charity au Niger. Je rassure toute la population et les autorités que nous sommes toujours à leur disposition. Et s'il y a d'autres besoins donc à Fankassa ou même dans les villages, c'est-à-dire les alentours de Fankassa, on travaille pour toutes les populations et il suffit de nous exprimer les besoins. Donc vraiment, vous ne serez pas d'ici. On mène cette lutte avec vous. C'est une lutte de tous les jours. Et on est, c'est-à-dire avec toute la conviction, avec vous pour essayer de remporter des victoires sur les souffrances, sur la maladie, sur l'ignorance, pour mettre les populations dans les conditions. Des conseils ont également été prodigués à la population de Fankassa quant à leurs responsabilités dans la gestion de ces infrastructures pour leur bonne utilisation. Deuxième jour, ce mercredi de la session du budget participatif à Okolo. Durant 4 jours, l'ensemble des acteurs concernés seront édifiés sur l'élaboration d'un budget participatif, une des missions du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à Rotaba. Faisons le point avec Adam Soumana. Les 12 élus locaux et les conseillers de droit, qui sont les chefs coutumiers ainsi que les chefs de services techniques départementaux et communaux de Kolo, se retrouvent par la présente rencontre pour se pencher sur le budget participatif de la dite commune urbaine. Une session qui vise d'abord à dresser le bilan de l'exécution du budget 2016 en vue de mieux se pencher sur l'examen et l'adoption du budget 2017. Nous sommes là certes pour l'élaboration, disons pour l'examen et l'adoption de ce projet-là. Et nous souhaitons la participation effective de tous ces acteurs. Et s'ils sont conviés donc à cet atelier ou à ce budget, c'est pour qu'ils sachent au niveau de chaque hameau, chaque village et chaque quartier ce que la population a exprimé comme besoin. Et sur ce, peut-être ils vont essayer de voir ce qu'ils ont exprimé comme besoin prioritaire et éventuellement de voir ce que le conseil, disons les services techniques ont priorisé et ont pour adopter comme budget participatif. Ainsi, ces hommes et femmes, appuyés par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, vont 4 jours durant passer au peigne fin les besoins de la population de la commune urbaine de Kolo, des hameaux au quartier, en vue de l'élaboration d'un budget réaliste et réalisable.
La situation s'aggrave à l'université de Zander avec la grève illimitée qu'observe depuis le lundi le personnel de cette université. Une grève pour exiger le paiement de 3 mois d'arrêt de salaire. De passer de cette situation, les syndicats du personnel qui accusent le recteur d'être à la base interpellent le ministre du tutelle pour trouver des solutions. Reportage Arieta Sala sur les images de Gaskia TV. Au secours de l'université de Zander, depuis quelque temps malade parce que le personnel de cette université décide de ne plus travailler tant que leurs revendications ne trouvent pas de solution. Actuellement, le personnel est en grève illimitée pour exiger, entre autres, le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Qui doit s'occuper des salaires de ces gens-là? C'est le recteur et le vice-recteur. Nous, on ne voit pas le Premier ministre, on ne voit pas les ministres de l'enseignement supérieur, on ne voit pas les présidents de la République. C'est eux qu'on voit. Ils ne sont pas là. Même autant de gens qui n'ont pas fait 9 mois d'arrêt d'emblée. Ce n'est pas d'une manière continuelle. Et aujourd'hui, ils sont en train de suivre un truc, de te torturer moralement, physiquement et financièrement. Nous sommes partis en grève illimitée jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Le syndicat du personnel de l'université tient le recteur comme responsable de la situation critique de l'université de Zander. Nous décrions cette attitude, c'est comme si on dépose un préavis, il n'y a rien, on nous dit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune solution. Non, nous sommes des fonctionnaires de l'État, on a des numéros matricules, on doit faire tout pour mettre les gens dans leurs droits. Les gens ont des familles, ils ne sont pas des célibataires. Vous avez les loyers à payer. Et aujourd'hui, c'est une situation qui est chaotique, qui est critique à l'université de Zander. On risque d'être en année blanche. On n'a pas vu l'année passée. Ils doivent faire tout, ils sont responsabilisés. Si on te nomme recteur aujourd'hui, c'est parce que tu es capable de gérer. S'il ne peut pas régler nos affaires, franchement, on les change par d'autres personnes. Au vu de l'ampleur de la situation à l'université de Zander, le syndicat des travailleurs interpelle le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Le ministre même doit faire tout pour régler ces problèmes. Il a passé à Maradi, ils n'ont pas de problème. À Tawa, ils n'ont pas de problème. À Niamey, ils n'ont pas de problème. Toutes les universités du Niger, à Difa, ils n'ont pas de problème. Pourquoi Zander? Pendant 12 mois même, on a ces problèmes de salaire. Et personne n'en parle. Les seules victimes dans cette affaire, ce sont les étudiants qui attendent toujours de boucler l'année 2016 avant de débuter 2017 qui vient ainsi de commencer. La 17e édition de la Journée mondiale du braille est célébrée ce mercredi 4 janvier 2017 à travers le monde. Le braille, c'est ce système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles et des malvoyants. Le braille est inventé par un Français, Louis Braille, né le 4 janvier 1809. L'historique du braille et la manière dont il est enseigné au Niger, c'est dans ce dossier signé Michel Deji et Ibrahim Abdou. C'est à l'honneur à M. Louis Braille et à sa formidable invention, le système Braille. Né à Couvray, un petit village à l'est de Paris le 4 janvier 1809, apprenti de son père cordonnier qu'il fut d'abord, Louis Braille eut un grave accident en tombant sur une haleine dès son enfance. Ayant perdu la vue, ne pouvant donc plus devenir un bon cordonnier, son père lui sollicita de l'aide. Et il fut admis à cause de son intelligence à l'institution royale des jeunes aveugles où l'enseignement était essentiellement oral. Le vif intérêt qu'il avait pour le métier qu'il rêvait d'être et le maniement des outils avec cette même haleine lui fit découvrir un autre monde, celui de la sensation du toucher à laquelle il s'adonna dès le bas âge et développa une habileté manuelle extraordinaire en arrivant à être le premier non-voyant qui a réussi à prendre des notes à partir des points saillants qu'il faisait en classe. Ce fut le début de la première écriture braille qui sera recommandée à tous les États membres de l'ONU dans le cadre de la prise en compte du droit à l'éducation des personnes handicapées à la moitié du XXe siècle. Vivement soutenu par l'UNESCO, le projet connaîtra son grand essor avec la formation réussie de plusieurs non-voyants, dont le Nigérien Feu Soli Abdourahmane, ancien ministre. Donc, au sein même de l'école, il a essayé d'inventer son écriture que nous appelons donc le système Braille. C'est un système maintenant que toutes les personnes handicapées visuelles utilisent. Même ça a été reconnu par le système des Nations Unies
dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le braille est comme un moyen maintenant de communication que les personnes handicapées doivent utiliser. Un système qui est aujourd'hui enseigné à l'école Solia Abdourahmane, qui est l'école de référence pour cet apprentissage au plan national. W, X, Y, Ya, Yi, Ye, Yo, Ye, Yi, Yo, Ye, Ya, Ye. J'ai touché comme ça. Ce que vous avez ici, il faut lire. Naye, Yassine, Gaïa. C'est comme l'enseignement traditionnel, mais ce qui différencie ici, au lieu de prendre note en français, c'est en braille que l'enfant aveugle peut écrire le français là. Donc nous on enseigne en français et les élèves écrivent ça en braille, ils transcrivent ça en braille. Même les mathématiques. Même les calculs. Oui, même les calculs. Les français, ça s'est fait sur la tablette. Quant aux mathématiques, c'est sur un objet appelé cubarithme, accompagné des cubes. Et sur les cubes, il y a les lettres. Et en même temps, ces lettres-là, en même temps, ce sont des chiffres. Mais maintenant, ici, au Niger, c'est le bac A qu'ils font. Comme nous ne sommes pas vraiment bien formés, notre formation ne nous permet pas de faire la série D. Mais j'ai vu dans d'autres pays, en Europe, il faut la série scientifique, série D ici. L'accompagnement de ces élèves n'est pas facile, mais l'État ayant ratifié la Convention des droits des personnes handicapées tente de les accompagner dans la poursuite de leurs études après cette formation de base. C'est ainsi qu'ils arrivent à concourir comme les autres aux différents examens de fin d'année et même à l'université par l'intermédiaire du centre de transcription du braille qui transcrit les épreuves copies à points saillants et manuels officiels de travail. Nous avons les scanners ici. Nous prenons le livre, nous le scannons tout entier. On transfère ça sur le logiciel braille. Nous le mettons à la disposition des élèves. Par exemple, vous voyez les tas qui est là-bas, ce sont les livres du secondaire. Ici, tu as des livres du primaire que nous mettons. Ça, c'est l'école de Tilaberi. Comme il y a un élève là-bas, en classe de CM1, l'enseignant a demandé, ils sont là-bas, il viendra aujourd'hui ou demain pour les chercher. Ça, ce sont les manuels. Donc, s'il s'agit de contrôle ou de composition, quand les professeurs nous envoient leur matière, nous mettons ça et nous transcrivons ça. Par exemple, ici, quand j'écris « Venez voir », ça c'est en noir et blanc. Maintenant, pour transcrire ça en braille, translate to braille. Tu vois, ça a transformé ça en braille. Et les élèves peuvent lire ça. Oui, si tu veux, je te donne ça, tu vas amener chez un élève maintenant, il va te lire. Vas-y, lis. La ville de Niamey fête la journée mondiale du braille. La journée mondiale du braille qui est instituée depuis 2001 pour appeler les parents et les autorités à prendre en charge le droit à l'éducation de leurs enfants handicapés visuels. Merci Michel Dedi et c'est la fin de cette édition. Merci à vous aussi qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.